Bienvenue dans le podcast âme fauve. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. La question que j'ai envie de te poser, c'est: as-tu envie de rugir de plaisir? Ici, nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité et de plaisir, et surtout de la relation qu'on développe avec son corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast. Des boucles brunes et un sourire communicatif, je l'ai vu captiver une audience de femmes et d'hommes en parlant du cycle menstruel lors du lancement de son ultime agenda menstruel chez PEMLab. Avec elle, le cycle, l'ovulation, la glaire cervicale n'auront plus de secret pour toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Alix, danseuse, chorégraphe, formatrice en symptothermie et surtout fondatrice de Magic Ovaries. Bienvenue Alix. Merci. Comment vas-tu ? Très bien. Fin d'une grosse semaine, mais en forme. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast âme fauve. Tu es la première invitée de cette nouvelle saison, donc tu ouvres le bal. Donc pour les personnes qui me suivent, j'ai rencontré Alix chez PEMLab où j'interviens une fois par mois pour des consultations de plaisirologie et tu présentais le produit que tu as sorti récemment. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que déjà tu peux te présenter ton parcours et comment tu en es venue à créer Magic Ovaries ? Oui, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Alix, je suis instructrice en symptothermie et effectivement, parallèlement à tout ça, je fais également de la danse, donc en tant que danseuse, interprète et chorégraphe. La symptothermie, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode d'observation du cycle qui va marier observation de la glaire cervicale et suivi de la température basale du corps, qui est la température du corps au repos. Et cette méthode, elle nous permet d'identifier nos jours fertiles. Et une fois qu'on a l'info, on fait ce qu'on veut avec. Soit on maximise ses chances de concevoir, soit on passe à une contraception naturelle, sans hormones, non invasive. Et donc, étant instructrice en symptothermie, j'accompagne des femmes et des couples qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur le cycle menstruel. D'accord, alors c'est beaucoup plus clair. C'est vrai que c'était une de mes questions, puisque j'ai eu des questions suite à avoir posté en story que je te recevais sur le podcast. Et beaucoup de personnes ne savaient pas ce que c'était la symptothermie ou comment on pouvait avoir une contraception naturelle. Donc tu expliques qu'en suivant certaines données du corps, la femme peut mieux comprendre son cycle. Absolument. Alors c'est pas juste une observation, parce qu'il y a d'autres méthodes d'observation du cycle qui sont peut-être plus basées sur des ressentis. Il n'y a pas forcément de calcul, alors que la symptothermie, c'est de l'observation, mais aussi c'est de l'interprétation de données. D'accord. Donc ça va être la glaire cervicale, qui est influencée par un premier groupe d'hormones sexuelles, les œstrogènes, qui va changer de couleur, d'aspect. On va aussi avoir des sensations différentes au niveau de la vulve au cours du cycle menstruel. Et on va suivre la température du corps au repos, qui est elle influencée par l'autre hormone principale du cycle menstruel, la progestérone. Et donc la progestérone fait augmenter la température du corps au repos. Et donc en croisant ces deux informations, on arrive à savoir où on se situe dans son cycle. Et plus précisément, confirmer l'ovulation. C'est vraiment ça la clé de cette méthode. Et puis, au bout d'un an d'observation, on va savoir quand est-ce qu'on est fertile aussi au début du cycle. Parce que, ok, une fois qu'on a ovulé, on sait qu'on est plus fertile parce qu'on ovule une fois dans un cycle, mais on va peut-être pas attendre que ce moment soit passé pour se dire « Ah, c'est bon, c'est safe, je peux avoir des rapports non protégés ». Il y a aussi une période après les règles et pendant les règles qui est infertile, et ça dépend vraiment de chaque femme. Et donc on apprend à suivre son cycle pendant 1 an. Pendant la première année, on se considère fertile dès le jour 6 du cycle, voire même avant si on observe de la glaire cervicale. Et puis plus tard, au bout d'1 an d'observation, on va pouvoir déterminer sa phase d'infertilité en début de cycle. Toujours avec un double contrôle. S'il y a les œstrogènes qui augmentent, c'est que l'ovulation se prépare et donc il y aura de la glaire cervicale, il y aura un changement, une modification au niveau des sensations, et donc on reste vraiment à l'écoute du corps. On ne prédit pas l'ovulation, on ne prédit pas les jours fertiles comme peuvent le faire certaines applications. Vraiment, à chaque fois, on suit son cycle au jour le jour, à chaque coup.
Donc c'est une méthode finalement qui demande beaucoup de régularité, beaucoup d'engagement, puisque chaque jour tu as tant une observation qu'une interprétation à réaliser par rapport à l'état de ton corps en tant que femme. C'est vrai qu'il faut faire cet effort de prendre sa température dès qu'on se réveille et d'observer sa glaire cervicale. Après, c'est comme tout. C'est comme un enfant qui doit soudainement se brosser les dents, il râle. Ok, c'est pas dans ses habitudes, il faut se battre avec cet enfant, peut-être pendant plusieurs mois, plusieurs années, je ne sais pas, pour que ça rentre dans une habitude et que ce soit un non-événement. Et avec la symptothermie, c'est pareil. Au début, on va être un petit peu embêté par cette nouvelle habitude, on va peut-être même oublier certains matins de prendre sa température, et c'est ok. Et puis, à un moment, on va même plus se rendre compte de cette action. Elle va faire partie de notre routine du matin. Du quotidien. Exactement, on se douche, on se dit pas « Ah non, je vais perdre 10 minutes, là je prends ma douche » ou « Ah non, je vais perdre 5 minutes, je vais me brosser les dents ». C'est la même chose pour la température. On la prend, ok, c'est dans les habitudes. Et pareil pour la glaire cervicale. On va aux toilettes, on s'essuie, on regarde ce qu'il y a sur le papier toilette ou avant de prendre sa douche. Ça devient vraiment une habitude. Donc c'est contraignant, je dirais, au moment de l'apprentissage, parce qu'on fait rentrer de nouvelles habitudes. Après, une fois que ces habitudes sont vraiment devenues des habitudes, moi je trouve pas ça plus contraignant qu'autre chose, et au contraire assez libérateur de savoir où on se trouve, où on en est dans son cycle. Une question est beaucoup revenue quand j'ai posté la story sur Instagram, c'est est-ce que cette méthode naturelle fonctionne réellement ? Parce que c'est vrai que ça revient souvent lorsqu'une femme cherche à changer de contraception. Personnellement, ça m'est arrivé où j'ai mentionné la symptothermie, on m'a dit « Oh là là, attention, c'est pas ultra fiable ». Toi, qu'est-ce que tu observes de ta formation, du fait d'être instructrice, le fait aussi toi de le pratiquer est-ce que c'est une méthode fiable ? Alors ça, c'est une question qui revient souvent, et la symptothermie fait partie des méthodes les plus fiables. Alors, attendez, d'où est-ce que je sors cette info ? Donc, déjà, il y a eu une étude qui a été menée en Allemagne par un institut de recherche qui s'appelle Sensiplan. Et ils ont suivi, à la base, 1000 femmes. Il y en a eu finalement 900 qui ont suivi l'étude en entier. Donc, 900 femmes pendant 20 ans. 20 ans. Donc c'est quand même pas mal comme étude de terrain. C'est une très longue étude. Il fallait être engagé sur 20 ans pour accepter de faire des feedbacks à cette équipe de recherche. Waouh. Absolument. Et donc lorsqu'on a testé la méthode dans des conditions absolument parfaites, lorsqu'il n'y avait pas d'oubli, lorsqu'on ne fait pas intervenir la vraie vie, je dirais, c'est une méthode qui est efficace à 99,6%. Ça veut dire qu'il y a 4 grossesses sur 1000 femmes. Et lorsqu'on regarde les chiffres, donc c'est 900 femmes suivies sur 20 ans, on arrive à un taux d'efficacité de 98,2. Donc il y a une petite marge d'erreur puisqu'on est dans la vraie vie. On est dans la vraie vie avec des oublis, des erreurs d'interprétation, des choses du quotidien. Et ça reste quand même super efficace. Moi je trouve que 98, c'est autant que la pilule finalement. C'est plus. C'est même plus. C'est plus parce que la pilule c'est plus de 99% comme la symptothermie en efficacité parfaite. Quand tout est nickel. Labo, quoi. C'est ça. Et lorsqu'on regarde sur le terrain, qu'on interroge les femmes qui prennent la pilule, combien d'entre elles sont tombées enceintes, voilà. On arrive à une efficacité donc typique de 93%. Ah oui. Parce qu'effectivement, il y a les oublis, pas la prendre à la même heure. On peut être malade et on peut avoir la gastro, on vomit le cachet. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc la symptothermie, quand on la suit du mieux qu'on peut, donc dans la vraie vie, c'est efficace et donc ça permet de à la fois comprendre son cycle, la contraception comme tu le disais Alix, et je crois que tu parlais lorsqu'on s'est vu chez PemLab de cet accompagnement pour la procréation. Exactement. Et au-delà de ça, il y a vraiment un apprentissage aussi de la symptothermie pour vérifier que le cycle est harmonieux et éventuellement identifier des perturbateurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de femmes, il y a 90% des femmes qui souffrent ou qui souffriront au cours de leur vie fertile d'un dérèglement hormonal. Et donc, il y a pas mal de femmes qui ont des douleurs de règles, des règles hémorragiques, des chutes d'énergie avant les règles, ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, où il peut y avoir des fringales de sucre, de l'acné, des crampes, etc.
Donc tout ça, c'est pas normal, aujourd'hui on le sait, hein, c'est pas la force divine qui nous dit que parce qu'on est femme on doit souffrir tous les mois, exactement. Et en fait la symptothermie, elle permet de, comme on va suivre son cycle au quotidien, on va suivre aussi des perturbateurs potentiels, donc insomnie, voyage, grosses disputes, maladies, stress, enfin tout ce qu'on veut. Tant de choses qu'on va dire endogènes, donc qui m'appartiennent, que exogènes, l'environnement, le fait d'avoir voyagé, du décalage horaire. Exactement. Une canicule, j'imagine, enfin il y a énormément de choses qui peuvent influencer. Exactement. Donc pendant la première année, le carnet il est bien rempli, hein, ou son appli est, il est bien rempli parce qu'on note beaucoup de choses. Après, plus on a l'habitude, plus on voit ce qui impacte ou pas le cycle. En tout cas, pour quelqu'un qui a des problèmes de cycle, qui a des douleurs, ça permet de faire un premier bilan. De se dire, tiens, comment tu manges, comment tu dors, est-ce que tu bois, à quoi ressemble ton rythme de vie. Et à partir de là, identifier des perturbateurs potentiels. Et donc, ça peut, on peut avoir des données, des informations qu'on relaie ensuite à un autre professionnel, au médecin, au gynécologue, à la sage-femme, au naturopathe, diététicien, psychologue. Enfin, ça peut être un tas de personnes différentes qui auront des données, en fait, clés. Complémentaires. Exactement. D'accord. Et à t'écouter, justement, le fait de mieux comprendre son cycle, de pouvoir mieux comprendre son corps, peut-être ajuster son style de vie pour prévenir finalement certaines douleurs, certains inconforts, ça m'a fait penser à l'endométriose. Est-ce que les personnes qui sont atteintes d'endométriose, la symptothermie pourrait les aider? Parce que c'est vrai que il y a des traitements, il y a des femmes qui en viennent à mettre soit un stérilet aux hormones, soit de prendre certains types de pilules pour les aider par rapport aux douleurs qui sont très handicapantes d'une certaine manière au quotidien. Est-ce que la symptothermie a été étudiée à travers ce prisme-là de l'endométriose? Alors, pas forcément sous le prisme exact de l'endométriose, mais en tout cas comme accompagnement, comme outil pour essayer d'y voir plus clair et de se dire, mes douleurs apparaissent à certains moments de mon cycle, donc lorsque je sais où je me situe, je peux mieux me préparer à ces moments-là et mettre en place des actions comme des séances d'ostéopathie, comme du yoga, certaines pratiques physiques. Enfin, ça dépend vraiment de chaque personne parce qu'il y a autant d'endométriose que de femmes. Mais voilà, je sais que l'ostéopathie, les pratiques douces sont des choses qui sont utilisées. Et là, ce serait du coup un outil pour pouvoir mieux cibler. D'accord. Après, la symptothermie s'utilise uniquement si on a un cycle et donc si on n'est pas sous hormones de synthèse. Parce que la pilule ou le stérilet aux hormones, du coup, vient court-circuiter la conversation entre le cerveau et les ovaires. Et donc vient vraiment brouiller les pistes. Il n'y a plus forcément d'ovulation, la glaire cervicale est perturbée. Enfin, la symptothermie, ça s'applique vraiment lorsqu'on n'utilise pas de contraceptif hormonal. D'accord, très bien. Et tu as lancé donc ton ultime agenda menstruel pour les femmes qui veulent suivre leur cycle. Ouais. Je l'ai ici. Voilà, il est très très beau, très classe. J'ai commencé à l'utiliser. Ok, super. Et c'est vrai que comme tout nouvel outil, ça demande un petit peu de s'ajuster à la prise en main, mais je trouve ça très fun à remplir, donc j'ai commencé à le remplir. Bon. Et est-ce que tu peux le présenter aux personnes qui nous regarderaient Ouais, absolument. Quelle était l'idée derrière cet agenda? Je te laisse, Alors, en symptothermie, généralement, on utilise des feuilles volantes A4 qui sont pas ultra sexy et moi qui me convenaient pas parce que j'aime bien regarder les choses, faire mon travail de recherche de terrain, regarder, tiens, il y a 2 mois, c'était comment? Et ces feuilles étaient déjà assez petites. Enfin, il y avait des espaces assez restreints, c'était pas ultra sexy, et puis les feuilles volantes, on finit par les perdre. Donc il n'y avait pas ce côté suivi sur un an qui est nécessaire pour vraiment... c'est possible, mais voilà, tu te balades avec ta petite pochette, ouais. Et donc j'ai commencé à designer un agenda déjà pour moi. Donc chaque mois, j'étais là avec ma règle, mon stylo, tac, tac, tac. Et puis j'arrivais à certains moments, j'aurais bien aimé rajouter ça, il n'y a pas l'espace. Hop, je recréais une ligne, je changeais les colonnes. Pour vraiment avoir
un graphe en fait optimisé. Donc c'est par ton utilisation personnelle de la symptothermie que tu en es venu à créer l'outil qui répondait à un besoin, à ce que tu avais besoin de noter. Exactement. D'accord. Ouais, exactement. Et une fois que j'ai eu ce papier en main, je me suis dit comment ça peut fonctionner parce qu'il est assez large et tout. Donc j'ai décidé de créer cet agenda avec vraiment 2 parties. La partie supérieure qui permet d'avoir un résumé avec la courbe de température, les abréviations concernant la glaire cervicale, et au-dessous, un espace un petit peu plus détaillé avec toutes les infos sur la texture de la glaire, les sensations à la vulve, suivre la lune si on le souhaite, avoir un espace pour ses notes personnelles, voilà. Mais avoir un espace vraiment qui résume tout au-dessus. Avoir un outil que je puisse aussi garder et partager. Parce que je me suis rendu compte que lorsque j'en parlais, à mon gynéco déjà il n'était pas ultra fan, et puis à mon ostéo, à mon médecin, il ne savait pas forcément quoi en faire. De quoi je parlais quand je parlais de la symptothermie. Et du coup je me suis dit pourquoi pas partager les infos sur ma santé. Et du coup c'est un format compact qui peut nous accompagner pendant plus de 4 ans. Avec la produit durable. Exactement, avec la petite pochette à la fin où on peut mettre. Souffler, on peut rajouter des infos, des papiers. Une analyse de sang, ordonnance, voilà. Magnifique. Donc ça, cet agenda est disponible où Alors c'est disponible sur mon site, en français ou en anglais. Il existe une version anglaise. Ouais, il existe une version anglaise. Tous les stocks sont dans mon petit appartement parisien. Donc je me charge de l'envoi. Ouais, c'est disponible sur mon site magicoveries.com. Et puis vous le recevez assez rapidement dans votre boîte aux lettres. D'accord. Est-ce que tu es d'accord, Alix, que je te pose quelques questions un petit peu plus personnelles? On se lance et puis si un problème, je sors un joker. Exactement. Justement, le fait d'avoir rencontré la symptothermie, d'avoir lancé Magic Ovaries, finalement, qu'est-ce qui t'a... Est-ce que c'est un événement de vie qui t'a donné envie de passer à un suivi plus naturel de ton cycle? Qu'est-ce qui a amené peut-être ce changement dans ta vie? Alors oui, donc j'ai pris la pilule pendant 7 ans en étant ultra régulière, j'ai jamais oublié un seul cachet, j'avais vraiment pas envie de tomber enceinte, et puis j'ai fini par ne plus la prendre. Je peux pas vraiment l'expliquer pourquoi j'ai décidé ça, mais j'avais vraiment ce besoin de dire ok stop, j'en ai plus trop envie, j'étais pas anti-pilule, il y avait aucun problème, je la supportais très bien, mais juste je me suis dit tiens, pourquoi je ferais pas une pause? Et là les problèmes ont commencé, donc j'ai eu ce que mon gynéco appelait l'effet boomerang, c'est-à-dire l'arrêt de la pilule, le retour d'un cycle complètement chaotique, avec de l'acné, des règles hyper douloureuses, hémorragiques, un syndrome prémenstruel carabiné, donc où j'avais très peu d'énergie. Les 2 premiers jours de mes règles, j'avais la diarrhée, je vomissais, c'était pas du tout fun. Et puis, donc, après les plusieurs mois, on me disait que oui, finalement, c'était normal, etc. J'ai fini par me dire, oui, mais là, en fait, c'est quand même super handicapant. Et donc, on m'a mis sous Antadis, donc c'est un anti-inflammatoire que je prenais à chaque fois que je voyais une goutte de sang apparaître. Et puis, j'ai fini par ne plus trop supporter ce médicament. J'ai repris la pilule, j'en ai pris 3 différentes qui ne m'allaient pas. Et le problème se répétait, et pendant 5 ans, en fait, j'ai eu des problèmes. Et ça m'impactait vraiment, tu vois, par rapport à la danse, avoir un corps qui répond plus, ne plus avoir d'énergie, et vraiment redouter ce moment tous les mois, c'était quelque chose d'extrêmement désagréable. Et puis, je me suis dit, les gynécos ne comprennent pas ce qui se passe, moi non plus, allons voir où est-ce que je peux trouver de l'info, quoi. Donc j'étais vraiment prête à tout essayer, parce que quand on est KO comme ça, 1 semaine par mois, on se dit ok, au bout de 5 ans, filez-moi une solution, donnez-moi n'importe quoi, je teste. Voilà. Et donc j'ai entendu parler de la symptothermie sur les réseaux sociaux, qui était un outil qui permettait de savoir où on était dans son cycle. Donc je me suis dit cool, comme ça je vais voir ce qui se passe. Et tout de suite je l'ai couplé à une diète d'une naturopathe qui est spécialisée en santé menstruelle, qui s'appelle Tamika Woods, qui est basée en Australie.
Et en 3 mois, mes problèmes ont disparu. Wow. En apportant à mon corps finalement des nutriments dont il avait besoin. En fait, je mangeais très bien, hein. J'ai toujours mangé bio, je mangeais équilibré, enfin voilà, j'ai pas de problème avec le sucre, les sodas, donc je me posais pas vraiment de questions niveau nutrition. La nourriture n'était pas un sujet, ouais. Il n'y avait pas de... Enfin, voilà, comme des femmes peuvent avoir certains comportements... Il y a peut-être des troubles du comportement alimentaire, tu avais une bonne hygiène de vie. Exactement. Mais j'ai pas eu grand chose à enlever au final. J'ai surtout eu des choses à rajouter. Exactement. Et puis, une fois que j'ai pu vraiment identifier mon SPM, je l'ai vu diminuer, puis disparaître dans mes petits agendas. Et finalement, cette diète qui devait durer 1 mois, elle a duré des années en fait. Parce que je me suis dit, je me sens tellement bien, j'ai tellement d'énergie, ça fait tellement de bien d'être en pleine confiance, de pas avoir peur du lendemain, de se dire je vais être à plat niveau énergie, ça va être terrible d'avoir de l'acné partout, de pas être bien. Ça a été une telle libération que je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas garder ces infos pour moi, faut absolument que je les partage. Et c'est là que j'ai souhaité me former à la symptothermie afin de devenir instructrice certifiée en symptothermie et pouvoir partager ces connaissances. C'est intéressant parce que moi, ce que j'observe beaucoup en plus du fait de mon activité pro, c'est que beaucoup de jeunes femmes, de trentenaires on va dire, décident d'arrêter la pilule. Ça a été aussi mon cas. Et c'est vrai que les options de contraception sont toujours les mêmes. Il n'y a pas eu de grande révolution en termes de contraception. Et effectivement, alors, à la différence de toi, j'ai arrêté la pilule. Après, je l'avais commencé à 16-17 ans parce que j'avais des règles douloureuses. Souvent, on me prescrivait la pilule parce que règles douloureuses au point où tu t'évanouissais en classe. Et j'ai arrêté la pilule parce que j'avais l'impression de quand même sentir mes hormones. Enfin, c'était un peu bizarre. Je me suis dit, tiens, mon corps, il fait de la résistance. Ouais. Et c'était un moment où je m'étais séparée de mon copain de l'époque, donc je me suis dit c'est le moment idéal, j'arrête et j'observe. Et je redoutais parce que j'ai vu les règles que j'avais quand j'étais ado, la méga peur. Et mine de rien, je sais pas ce qui s'est passé, mon corps s'est réglé tout seul. Donc j'ai pas eu d'effet rebond comme tu partageais. Et j'ai commencé en fait à noter sur une application tout bêtement mes règles, à essayer de calculer, alors sans avoir connaissance à l'époque de la symptothermie. Et puis après, comme toi, j'ai découvert la symptothermie via les réseaux internet. Et je me suis dit, mais trop cool en fait, de mieux comprendre le cycle, de mieux comprendre son corps, de mieux identifier tant les moments de fertilité que peut-être d'observer, de coupler avec sa libido, enfin essayer de décrypter. Et je trouvais que c'était vraiment un processus de réappropriation du corps et finalement, comme tu utilisais le mot tout à l'heure, libérateur. Donc c'est vrai que j'observe beaucoup de femmes qui souhaitent se libérer de la pilule, mais qui n'ont pas encore totalement confiance dans ce type de méthode, parce que si je me trompe dans le calcul, qu'est-ce que ça voudrait dire Ouais, absolument. Etc. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure quand tu m'as posé la question, mais les taux d'efficacité, ils sont ceux que j'ai cités lorsque tu as appris la méthode avec quelqu'un. Oui. Pas lorsque tu as décidé d'y aller de manière autodidacte, qui est une très belle démarche, mais voilà, c'est pas des taux d'efficacité qui sont identiques. Donc à ce jour, il n'y a pas eu de recherche sur les autodidactes pour savoir quel était le taux d'efficacité de la méthode lorsqu'on apprenait seul. Les taux d'efficacité, donc 98% pour la symptothermie, c'est lorsqu'on a appris avec quelqu'un de certifié. Et donc, quand on s'est fait accompagner pendant au moins 3 cycles menstruels, qu'on a appris toutes les règles d'interprétation, toutes les exceptions, parce que qui dit règle dit aussi exception, les règles de calcul, lorsqu'on a appris à identifier également les perturbations du cycle pour pas les prendre pour par exemple des ovulations, la température du corps peut être influencée par d'autres facteurs. Le fait d'être malade par exemple. Être malade, décalage horaire, même un stress, c'est-à-dire que le corps sort de son habitude, ça peut être un départ en vacances. Exactement, un déménagement. Exactement, donc il faudrait pas confirmer son ovulation. Ah c'est bon, j'ai eu ma montée de température, on peut y aller. Et en fait, c'était dû à une perturbation de l'environnement. Donc voilà, il y a vraiment des règles strictes qui sont importantes.
Et c'est vrai qu'une fois qu'on a cette espèce de paysage là devant nous, qu'on arrive à ok, je spot les différents éléments, c'est libérateur. Bon, alors moi ça a été libérateur parce que j'avais plus de règles douloureuses et de SPM, mais du point de vue sexuel c'est génial. On n'est plus là après un rapport à se dire non mais attends, est-ce que c'était vraiment sûr que, est-ce que je crains quelque chose, d'avoir toujours ce petit truc. Et moi je l'avais sous pilule, c'est-à-dire que parfois je me faisais des moments de stress, des frayeurs, hein. Voilà, à me dire, je me réveillais comme ça en pleine nuit, non mais mon Dieu, mais est-ce que j'aurais dû, mais on sait pas, c'est pas efficace à 100%, enfin toutes ces questions. Et là, même si aucune contraception n'est efficace à 100%, à part l'abstinence. Exactement, bah du coup c'est pas une contraception, c'est la seule un moyen, voilà, qui évite de tomber enceinte. Mais là, avec la symptothermie, je suis libérée et vraiment ma vie sexuelle a changé parce que j'ai plus ces moments de panique en fait qui arrivent comme ça. Je sais où j'en suis. Oui, donc c'est une meilleure compréhension et presque alors j'aime pas trop le mot contrôle, mais vraiment cette compréhension, cette lecture du corps qui finalement fait que ça devient un ami et pas un truc bidule, on sait pas trop comment il va se comporter. On subit. Ouais. Exactement. J'aime bien utiliser l'anglicisme hacker son cycle. C'est vrai le décoder, venir comprendre ses secrets. Après, on se comprendra jamais à 100%. Hein. Et moi, il y a encore des choses. Une marge d'erreur, des moments de découverte. C'est vrai que même si on peut avoir un cycle régulier, il y a toujours des petites variations. Donc, ouais. Et c'est l'humain. C'est ça. Et c'est là que c'est sympa. C'est qu'on ne se fait pas de frayeur. On se dit, ah bah oui, tiens, à tel moment, j'ai eu un petit souci au début de mon cycle, c'est normal, ovulation décalée, tac. On n'est pas là à se dire, mes règles devaient arriver, elles sont pas là, qu'est-ce qui se passe, j'ai un problème de santé, enfin, tout de suite à paniquer. Ou je suis enceinte. Voilà, ça devient plus clair. Quand tu as cheminé donc, sur ce parcours de symptothermie plus personnel, à quel moment tu t'es dit je ne peux pas garder ça pour moi et je veux le partager sur les réseaux sociaux, sachant que tu es très active sur TikTok, Instagram, tu as ton site internet et que parler du cycle menstruel, des règles, c'est hyper tabou encore aujourd'hui. C'est vrai, alors ça dépend dans quel cercle. Parce que lorsque moi j'ai appris à suivre mon cycle de manière personnelle, déjà à tous les apéros, les dîners, il y avait tout le monde qui me parlait de sa glaire cervicale et de ses règles. Donc c'était pas super tabou. Et même les mecs, on venait me voir, ah mais oui, mais alors ça se passe comment et tout. Et donc déjà à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc à faire. Et puis une fois que j'ai été certifiée, j'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai fait tout de suite aller sur les réseaux parce que au départ je voulais vraiment avoir cette marque Magic Ovaries et pas y être reliée de manière personnelle et mettre mon visage partout. Et puis tout le monde me parlait de TikTok, qu'il fallait absolument que je teste ce réseau social, donc c'était il y a 2 ans. Et je me suis dit bon, allez, on y va, on se lance. Et en fait, la première semaine, j'ai des vidéos qui ont buzzé. Ça m'a fait très peur, hein, pour être honnête. C'est vrai que ça peut être très impressionnant. Ouais. Quand on se dit bon, j'ai parlé de entre guillemets mon petit truc, on voit pas forcément l'impact que ça peut avoir et voir peut-être des vidéos atteindre le million de vues. Ouais, c'est ça. Et puis y a des super bonnes nouvelles, mais il y a aussi des haters, il y a des messages de haine et tout. Et moi j'étais pas du tout préparée à ça parce que je me suis dit je teste, qu'est-ce que je risque? Pour moi j'allais avoir 10 likes, 100 vues et encore j'aurais été super contente avec mes 100 vues. Et en fait comme tout s'est emballé très très rapidement, j'ai été un petit peu désarçonnée et mais bon, je me suis informée, j'ai contacté des influenceuses qui m'ont dit t'inquiète, c'est normal, surtout prendre la distance, j'ai su me protéger et me dire que finalement c'était des contenus qui allaient plus aider qu'autre chose et j'ai décidé de continuer. Et effectivement, la communauté a continué de grandir et aujourd'hui je partage des contenus assez régulièrement, je fais des lives. Et t'en as fait un hier soir. Ouais, j'en ai fait un hier soir. Ah, tu étais de passage à ce moment-là? Je suis passée parce que justement tu m'as écrit pour venir aujourd'hui pour l'organisation et je fais tiens, Alix est en live. Elle est en live. Je suis passée 5 minutes okay. Histoire de voir un peu l'ambiance et c'est vrai que je trouve ça ultra sympa finalement de rendre ces sujets accessibles parce qu'on n'est pas énormément éduqués
Et ouais. au cycle, que ça soit homme comme femme, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est une histoire de femme, mais les hommes sont tout autant... Ah oui, et puis ils sont super curieux. Ils sont super curieux. Moi, j'ai plein d'hommes qui me posent des questions sur la glaire cervicale, alors que je pensais que ça allait être les originaux, ceux qui ont l'habitude du corps, les danseurs, les profs de yoga, mais pas du tout. J'ai des militaires qui viennent me voir pour en savoir plus sur la glaire cervicale, donc c'est hyper étonnant. Et j'ai été super surprise. Et ces gens-là ne sont absolument pas gênés. Et moi, parfois, je me dis, mais c'est peut-être pas le lieu. Enfin, au début, je me disais, mais ok, parlons de caillots, ok, de rêve. Bon. Et finalement, les gens ont tellement peu d'occasion de poser ces questions à quelqu'un que là, lorsqu'ils ont quelqu'un à disposition, ils y vont. Ils y vont à fond. Ouais. D'accord. Donc finalement, les réseaux sociaux, ça t'a permis de faire connaître Magic Ovaries, la symptothermie, ton agenda. Qu'est-ce que tu aimes d'autre partager sur les réseaux sociaux? Parce que tu danses aussi dans tes TikTok. Oui, dans les TikTok. Alors, les premiers TikTok, c'était des trends. Parce que quand j'ai commencé à scroller sur l'application, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces centaines, ces milliers de gens qui font les mêmes pas? Et puis je me suis dit, bon, c'est quand même un peu étrange, c'est rigolo 5 minutes, mais qu'est-ce que chacun apporte? Enfin, comment quelqu'un peut scroller, regarder 10 fois la même choré? Enfin, et c'était un petit peu un mystère, et je me suis dit, bah tiens, je vais rajouter des infos sur le cycle. Et c'est en fait via ma première vidéo dansée, j'ai dû en faire 2-3 en parlant, et puis j'en ai publié une où je dansais, et c'est là où ça a buzzé. D'accord. Donc comme je me dis que ça touche beaucoup de monde lorsque je danse, bah, je continue de le faire. Bon, il y en a certains qui me disent à quoi ça sert de danser, de parler des crampes, à quoi ça sert... Bon, il y en a toujours qui sont là pour amener voilà, toujours des rabat-joie, mais moi je me dis si ça permet de toucher un public plus large que les vidéos vraiment explicatives, un petit peu plus... voilà, avec plus de détails, bah pourquoi pas faire 15 secondes où je danse sur du Madonna et puis je parle de la glaire cervicale. Donc finalement, c'est décomplexer tous ces éléments du corps via un support vidéo comme TikTok, la danse. Ouais, tout à fait. Et je pense que les gens, comme ils sont cachés entre guillemets derrière leur pseudo, ils osent poser plus de questions. Tu reçois beaucoup de questions sur les réseaux, Alix? Ouais, je reçois beaucoup de questions pendant les lives. Alors attention, ça, je reçois aussi trop de messages privés avec tout le bagage médical, des analyses de sang, des photos de glaire, voilà. Sachant que, bon, moi je suis quelqu'un d'honnête, je vais pas partager ces données personnelles, mais je tiens quand même à rappeler que il faut éviter d'envoyer ce genre d'informations par des réseaux sociaux. Déjà, ce n'est pas l'endroit, je ne donne pas de conseils. Et ce n'est même pas légal, même les médecins, toutes les professions de santé ne peuvent pas conseiller en message privé parce que ce n'est pas un rendez-vous face à face. Et l'autre point, c'est que ces plateformes ne sont pas cryptées, même si les données sont censées pas fuir. Ça reste des données ultra confidentielles qui sont partagées sur des plateformes qui ne sont pas adaptés comme des sites tels que Doctolib où il y a un cryptage des données personnelles quand on voit un résultat d'analyse par exemple à son médecin. Ouais, exactement. Et puis, autre souci, je dirais, sur les réseaux. Alors moi, j'adore répondre aux questions lorsque c'est posé en commentaire, lorsque c'est posé en live. Je sais qu'il y a certains événements qui peuvent être anxiogènes lorsqu'on a eu un rapport non protégé, qu'on se demande si on risque d'être enceinte, etc. Et j'ai des appels en pleine nuit sur, par exemple, Instagram, où on peut me joindre, parce que la personne vient d'avoir un rapport non protégé. J'ai plein d'appels au secours. Et donc, aujourd'hui, je ne réponds plus, en fait, à ces sollicitations, non pas parce que... je m'en fiche complètement, mais parce que je souhaite apporter un accompagnement solide et que je ne peux pas comme ça être joignable à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Donc lorsqu'on essaye de me joindre en privé sur Instagram ou sur TikTok, c'est un petit peu compliqué, je reçois pas forcément les messages si on n'est pas amis. Mais en tout cas, en commentaire et en live, je suis toujours disponible, je réponds. Mais c'est vrai que les appels au secours, comme ça me fend le cœur parce que je me dis les personnes sont dans des situations hyper difficiles, elles n'ont pas accès à l'information et donc elles se tournent vers moi parce qu'elles se disent « Tiens, je l'ai vu faire des vidéos sympas sur TikTok, elle aura certainement la réponse ».
mais je ne peux pas travailler comme ça. Donc mon idée, c'est vraiment que les femmes aient plus d'infos sur le cycle, les hommes aussi, hein, et qu'on évite ces moments de panique. Ça ce serait génial, et du coup d'accompagner les gens sur le long terme. Malheureusement, la vie est là, rien n'est parfait, et j'ai des appels au secours comme ça assez régulièrement. Mais ça montre un double sujet, à la fois le besoin pour le système, on va dire, de santé et même éducatif, d'inclure réellement, comme la loi le demande, des cours sur la santé sexuelle, le bien-être intime, qui ne sont pas encore réellement mis en place alors qu'il y a la loi qui l'exige. Donc, je pense qu'il y a à la fois une action publique à avoir, puisque c'est de donner les clés aux enfants, aux adolescents, pour qu'ils puissent grandir avec toutes les bonnes informations. C'est comme le fait, tu donnais l'exemple de se brosser les dents. On apprend très jeune que c'est pour sa santé bucco-dentaire, ça évite les caries, etc. Mais lorsqu'il s'agit du cycle, on ne va pas du tout valoriser en quoi c'est important de le connaître, en quoi c'est important en tant que jeune fille ou jeune homme, de savoir en fait de quoi il s'agit, comment les corps fonctionnent, quels sont les indicateurs, quels sont les éléments mesurables, quantifiables qui permettent d'avoir de l'information, de faire des hypothèses, etc. Donc en fait de comprendre son corps. Et après effectivement cette culture je dirais même de la prévention, plutôt que de se protéger d'une grossesse, de se prévenir dans ce côté, je sais ma santé intime et sexuelle, ça fait partie de mon quotidien. Finalement, on a l'impression que ça n'est pas partie de notre quotidien parce qu'on ne l'intègre pas comme part entière, comme manger 5 fruits et légumes par jour, éviter d'être trop sédentaire. Et en fait, on ne voit pas ça comme étant faisant partie d'une hygiène de vie globale, alors que réellement ça fait partie d'une hygiène de vie globale pour être finalement un maximum sereine, peu importe après la contraception qu'on décide, mais en tout cas d'avoir tous les éléments et s'économiser finalement du stress, de l'anxiété, parce que c'est pas la place des réseaux sociaux. Alors on peut avoir un appel à l'aide, ça arrive, mais comme tu le dis, c'est pas comme ça qu'on peut travailler sur du long terme. Il y a besoin de voir les personnes. Je sais pas comment tu travailles toi, Alix, mais j'imagine il y a peut-être tant de la visio que du présentiel. Ouais, ça dépend. En visio, généralement les gens aiment bien, ils peuvent faire ça de chez eux, être dans un petit cocon. Et après, en présentiel, j'aime bien soit recevoir chez moi, soit aller chez la personne, parce que finalement dans un cabinet on est ni chez moi ni chez elle. Et c'est un peu aseptisé, on parle de sujets tellement intimes que je me rends compte, pour l'avoir fait dans des lieux comme ça, que les gens sont quand même plus à l'aise lorsqu'ils sont soit chez eux, soit chez moi, que ce soit en visio ou en présentiel. Et pour revenir sur ce que tu disais, je pense que c'est hyper important d'en parler dès le collège. Malheureusement, on en parle très peu. C'est pas forcément ça tombe pas forcément la même année, donc il suffit que tu changes d'établissement et t'as eu 0 cours, par exemple, ça a été mon cas. Et malheureusement c'est pas super bien accueilli aujourd'hui. Moi j'ai contacté des établissements et pour faire une intervention, alors pas autour de la symptothermie, mais vraiment de la physiologie du cycle. Ça n'a pas été super bien accueilli. Nos voisins européens le font mieux que nous, donc j'espère que bientôt les choses changeront. Et concernant le tabou autour du cycle, moi j'ai ma petite hypothèse et j'espère interviewer d'ailleurs très prochainement une femme qui a écrit une thèse là-dessus, sur la hiérarchie des fluides en fait. Et tu vois, sur les grands tableaux, t'as la larme du héros, le sang du héros, les larmes de la mère, tout ça c'est des fluides qui sont représentés. Exactement. Maintenant, le sang des règles, où est-ce qu'il est représenté, je ne sais pas. La glaire cervicale, alors là, laisse tomber. C'est un truc qui en plus nous dégoûte un petit peu, c'est visqueux, donc
déjà, entre nous, on n'est pas super à l'aise. Moi, ado, je parlais pas de mes pertes blanches à mes copines. Hein. Je parlais pas... Et mes règles, c'était hyper rare. Alors après, ça dépend des gens, bien entendu. Mais de manière globale, je pense pas que ce soit des sujets comme ça qu'on aborde dans le métro ou à la pause déj à la cantine. Donc il y a tout ce rapport à l'intime et au fluide, à se dire ce sang qui sort du corps sans douleur, sans blessure, qui est un peu magique, qu'on comprend pas très bien. Il est tabou, et la glaire cervicale, c'est pareil. C'est intéressant cette hiérarchie des fluides, et c'est vrai qu'en plus ces fluides touchent... bon, il y a aussi des fluides chez l'homme, mais majoritairement les femmes. Je pense que c'est pas un hasard non plus qu'il ne soit que peu représenté et finalement symbolisé dans l'esprit, parce que finalement quand on en apprend plus sur le fonctionnement du corps, tous ces fluides ont une utilité, ils sont pas là pour rien. Je veux dire, la glaire cervicale a une utilité, les règles ont une utilité, tout a une utilité en fait. Ouais. Alors je ferais pas forcément cette rupture entre hommes et femmes, parce que par exemple les larmes de la mère pour l'enfant héros sont bien, le lait, c'est représenté. L'allaitement, c'est quelque chose qu'on valorise. Donc je dirais que c'est plus la zone du corps, parce que côté homme, le sperme, je pense pas que dans les fluides il soit hyper haut classé, et encore moi je le vois au-dessus de glaire cervicale et règles, dans la hiérarchie globale, hein, pas la mienne, hein, mais dans celle qu'on pourrait supposer d'un point de vue sociétal. C'est ça, donc voilà, ça c'est une hypothèse que je pose là. Mais ouais, je trouve que c'est intéressant de l'évoquer. Est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose sur lequel terminer qui pourrait être utile à nos auditeurs, auditrices du podcast ? Je dirais que j'invite les auditeurs à commencer cette aventure d'exploration personnelle, mais de rester vigilant quant aux interprétations, surtout si c'est à but contraceptif, que se faire accompagner, même si c'est juste une séance parce que on pense maîtriser le sujet, qu'on a lu plein de bouquins. Je pense que c'est vraiment essentiel de se rapprocher d'un professionnel. Et si vous souhaitez faire une formation avec moi, il y a Donne-nous tes informations, Alix. La Magic Ovaries Academy, qui est cette formation sur 3 mois, elle peut se faire en one-to-one, donc être commencée à n'importe quel moment, et se faire donc principalement en ligne. La première séance peut se faire en présentiel. Et pour celles qui souhaitent, pour des raisons budgétaires ou de motivation, rejoindre un groupe, il y a la prochaine Magic Ovaries Academy en mini-groupe qui commencera le 8 janvier. Et donc il y aura 12 semaines de suivi. 14 parce que du coup il y a Pâques, on va pas se voir de lundi, mais bref, ça se passera le lundi soir de 19h30 à 20h30 en ligne. Les places sont limitées. C'est ouvert à 8 personnes. Donc voilà, s'il y a des gens motivés, ne pas hésiter à prendre contact avec moi. Je mettrai tous les liens pour retrouver Alix en box de description. En tout cas, merci Alix d'avoir partagé ton expérience, ton savoir, ta passion finalement pour le cycle des femmes. Un mot de la fin ? Le mot de la fin. Bonne exploration à toutes et toutes. Je vous remercie. Merci Alix, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Âme Fauve et le podcast.